Comme ces derniers jours j'avais un petit peu de temps libre devant moi, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose qui challenge mes compétences. Un truc qui nous sort de notre zone de confort. Et puis un truc marrant hein, aussi par la même occasion. Du coup j'ai pensé à un truc qui n'a absolument jamais été fait dans le YouTube game des développeurs, le clone d'une application. Bon, a priori jusque-là, rien de ouf, mais vous savez très bien comment ça se passe. On se dit que c'est pas si compliqué que ça jusqu'au moment où on tombe sur un bug qui nous bloque toute la journée. Alors le but de ce défi, ça va pas être non plus de recréer toute l'application Instagram. On va en faire une partie, là on va s'attaquer principalement au fil d'actu et aux stories. Mais le but c'est pas non plus de faire quelque chose qui soit juste visuel avec des boutons qui ne soient même pas interactifs. L'idéal quand même ce serait de pouvoir interagir un petit peu avec l'application, pourquoi pas éventuellement poster ses premières stories, faire ses premiers posts, et au moins faire en sorte que les interactions de l'utilisateur, par exemple quand j'appuie sur le bouton like ou sauvegarder, soient directement reliées aux données. Alors pour ce challenge, je me suis aussi fixé comme objectif de mettre en place une architecture clean code. Donc je vous expliquerai plus tard dans la vidéo en quoi ça consiste, cette fameuse architecture clean code, et en plus de ça, je vais utiliser Git pour ce projet. Alors pour développer cette application, je vais utiliser le framework SwiftUI, donc qui permet de développer des applications sur iOS. Perso, j'ai jamais développé une application pro avec SwiftUI, je l'ai déjà fait avant, durant mes études ou durant mon stage, mais c'était avec UIKit, l'ancien framework d'Apple. Mais en vrai, le SwiftUI devient de plus en plus populaire depuis sa sortie il y a à peu près un an, on va dire. Et comme c'est un paradigme totalement différent, donc une organisation différente, une façon de gérer ses données différemment, la création de l'interface graphique qui se fait de manière différente, ça va être un gros challenge pour moi. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je vais réussir ce défi avant la fin de la vidéo, sans tricher évidemment. Alors dans un premier temps, on va commencer par la vue des posts. Pour créer une vue en SwiftUI, c'est tout simple, c'est ce qu'on appelle du déclaratif. Donc en gros, on va utiliser différentes variables qui sont des variables d'état et qui vont définir justement l'aspect de notre vue. Typiquement, c'est par exemple une variable booléenne qui va indiquer si oui ou non le bouton like est activé ou pas. Donc pour créer cette fameuse vue d'un post, là franchement rien de très compliqué. Je prends juste quelques dimensions au pif, en vrai on va pas trop s'embêter avec ça. L'idée c'est de faire quelque chose qui se rapproche au maximum de l'application réelle. Alors là franchement j'ai été confronté à un petit problème avec le bouton more. Vous savez le bouton qui permet en fait d'afficher l'entièreté d'un texte quand il est trop grand pour être affiché d'un seul coup. Le truc c'est que sur Instagram il est mis juste après la fin du texte et là j'ai pas réussi honnêtement à afficher un bouton juste après la fin du texte. Du coup je l'ai mis juste en dessous, bon on va dire que c'est pareil. Bon, à ce stade-là du développement, il fallait commencer à penser à la gestion des données. La gestion des données des posts, des stories par la suite, etc. etc. Bon, en vrai, moi ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai fait une extension pour chaque structure de données avec une propriété qui s'appelle mocked data. Et en fait, cette propriété-là va justement contenir des données qu'on appelle bouchons. En gros, ce sont des données fictives que je vais utiliser juste pour le développement de l'application. Maintenant, on va faire une petite pause très courte pour essayer de comprendre c'est quoi cette fameuse architecture clean code. Parce que bon, c'est vrai que c'est un truc assez compliqué à comprendre quand on n'a pas l'habitude de mettre en place des architectures dans des applications, mais malgré tout c'est primordial, on peut pas se permettre de développer une application professionnelle sans architecture clean code. Alors, des archis, il y en a plein. On n'est pas obligé d'utiliser tous la même. Mais là j'en ai trouvé une qui a l'air de bien me convenir et en tout cas que moi je comprends assez facilement. Cette archi, elle est composée de 3 couches principales. La couche présentation, la couche business logic et la couche data access. Dans la première couche, comme son nom l'indique, on a tout ce qui est visible. Donc en l'occurrence en SwiftUI, c'est ce qu'on appelle des views. Dans la deuxième couche, on a 2 choses. Les interactors et le app state. Le app state, concrètement, c'est quoi? C'est un objet qui va être disponible partout dans mon application, sur toutes les classes, sur toutes les vues, et qui va contenir toutes les données de mon application. C'est-à-dire que par exemple, le fait que ce post-là ou ce post-là soit sauvegardé ou liké, eh bien, AppState connaît ces informations-là.
Et ensuite on a l'interactor donc qui va permettre justement de faire le lien entre app state et views. En gros, l'interactor c'est un peu comme celui qui va recevoir les ordres. Ça peut être par exemple like un post, ajoute un commentaire, ajoute une story. Ça c'est l'interactor qui va recevoir l'ordre par la vue et ensuite qui va faire en sorte de modifier si besoin les données dans app state. Et ensuite, l'interactor, lui, communique également avec le repository, ou plutôt les repositories, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Les repos, c'est quoi? C'est concrètement ce qui va nous permettre de faire le lien entre l'application et des endroits où sont stockées les données. Alors, il y en a plusieurs, mais en général, on a deux repos. On a un repo pour tout ce qui est local, donc les données qui sont stockées sur le téléphone, et un deuxième repo pour les données qui sont stockées sur un serveur. Bref, j'espère que vous avez un peu cerné cette clean architecture. Encore une fois, c'est pas la seule architecture qu'on peut utiliser, et il y a beaucoup de subtilités à celle-ci, mais je vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, pour créer les stories, alors là, c'était un peu plus de travail. J'ai essayé de refaire un gradient qui s'approchait un peu de l'application, mais bon, en vrai, on va pas s'embêter à faire quelque chose qui soit identique au pixel près. Pour ce qui est du modèle, ça peut paraître simple, mais il fallait réfléchir un peu. Parce qu'en fait, on peut voir une story de plusieurs manières différentes. On peut la voir comme un ensemble utilisateur, image et date de publication, ou alors on peut les voir comme l'objet utilisateur plus ensemble de photos et date de publication. Moi perso j'ai opté pour la deuxième solution, ça va être plus simple en fait de regrouper les stories dans une même vue parce qu'on a l'utilisateur et ensuite l'ensemble de toutes ces stories, donc la photo et les dates de publication. Mais je devais aussi gérer le fait de savoir si une stories était nouvelle ou pas, parce que vous savez sur Instagram, les stories qui ont déjà été vues ont un petit entour comme ça en gris, alors que les stories qui sont nouvelles ont un entour coloré. Donc du coup, je me suis dit, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on associe la nouveauté à une stories en général ou à un contenu? Et en fait, c'est plus simple d'associer la nouveauté à un contenu en particulier et ensuite de déterminer grâce à cette propriété-là si la stories en entier est nouvelle ou pas. Pour savoir si justement on entoure la photo de profil en coloré ou en grisé. Et en plus de ça, c'est plus simple comme ça, lorsque l'utilisateur va ouvrir la stories, le groupe de stories, il va être directement amené sur le dernier contenu qui n'a pas été visualisé, donc qui est nouveau. Ensuite, pour ce qui est de la visualisation d'une story. Alors là, encore une fois, c'était un peu plus galère parce que en fait, le truc c'est que il fallait faire la distinction entre une vidéo et une image. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que on doit faire la distinction dans notre contenu entre une image et une vidéo. Et là, ça a demandé un peu plus de travail d'architecture dans le code. Mais en vrai, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va implémenter que le code pour une image. Alors à ce moment-là, j'ai eu quelques soucis un peu avec la Safe Area. On n'avait pas les mêmes rendus exactement sur les appareils de form factor iPhone X et ceux d'avant. Ce qu'on appelle la Safe Area sur iOS, c'est la zone de sécurité. Donc en gros, sur le form factor iPhone X, c'est tout ce qui est en haut dans les encoches et en bas avec le petit indicateur qui permet de changer d'application ou de retourner sur l'écran d'accueil. Alors perso, pour ce défi-là, on va se concentrer principalement sur les iPhones à form factor 10 et plus, donc ceux avec l'encoche, et on va pas perdre trop de temps à faire attention à ce que le design rende aussi bien sur les iPhone 10 et plus que ceux avant le 8. Alors maintenant, il fallait ajouter les petits indicateurs, vous savez, en haut des stories, qui permettent de savoir si on est à la première story de l'utilisateur ou à la dernière. Alors là, la difficulté, c'est de changer d'image à chaque fois qu'on appuie sur l'écran. Vous savez, quand on est sur une story, qu'on appuie à droite, ça passe à la story suivante, et à gauche, ça passe à la story précédente. Parce qu'en fait, le truc, c'est que l'image qui est affichée actuellement, elle est récupérée grâce à un index pour aller chercher justement l'image dans le tableau. Donc j'ai dû gérer un peu ça, et au final, j'ai trouvé une technique assez simple. On prend un index qui est une variable d'état, et ensuite on va chercher l'image correspondante. Le challenge à ce moment-là, c'était d'accéder à la caméra et d'afficher le flux de la caméra en temps réel et en plein écran sur l'iPhone. Parce qu'en fait, c'est assez facile d'accéder à la caméra dans une application en SwiftUI, mais on a tous ces contrôles de l'appareil photo pour le zoom, pour prendre la photo, etc., etc. Et si on regarde sur l'application Instagram lorsqu'on poste une story, on voit que le flux de la caméra est presque en plein écran, au format 16/9, et en plus de ça, on a tout ce qui est contrôle, donc pour prendre la photo, pour ajouter une photo de la pellicule, pour poster la story,
vue, etc., etc. Alors moi perso, j'avais encore jamais fait ça en SwiftUI. C'était quelque chose que j'avais fait avec UIKit. Et donc là, j'ai regardé les documentations, les forums. Il fallait faire un pont, un bridge entre UIKit et SwiftUI. Donc ça m'a un peu compliqué la tâche, et puis ça a rendu un peu plus complexe le lien entre mon écran et tout ce qui était logique pour prendre la photo par exemple. Donc voilà, cette partie-là elle était un peu galère, mais au final j'y suis arrivé. On arrive à afficher le stream de la caméra presque en plein écran, au format 16/9, et ça laisse de la place en bas de l'écran pour les contrôles. Et pour finir, du coup, j'ai commencé à ajouter l'interactor dont j'avais pas forcément besoin jusqu'à présent dans le développement. Alors le rôle de l'interactor, comme on l'a vu, c'est de récupérer les ordres donnés par la vue, du style ce bouton-là il a été liké, ou alors j'ajoute une photo. Donc de récupérer ces ordres-là avec des données éventuellement, et de mettre à jour les données dans AppState. Et voilà, ça me permet d'ajouter une nouvelle photo dans mes stories, et elle apparaît à la suite de mes photos déjà présentes. Et là franchement je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Bon, il y a encore plein de choses à améliorer c'est sûr, mais à l'heure actuelle on peut consulter son fil d'actualité, consulter des stories et surtout ajouter des nouvelles photos à sa propre story. Donc il y a encore beaucoup de choses à améliorer, comme par exemple faire des stories vidéo, ajouter un nouveau post, commenter un post, et surtout connecter l'application à un serveur. Mais comme cette vidéo est déjà assez longue, ce qu'on va faire c'est que si et seulement si cette vidéo atteint les 1000 pouces bleus, je publierai la suite dans laquelle on pourra développer tout ça. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire par quoi on continue, si on continue par les stories, par les posts, ou directement si on passe à la connexion de l'application à un serveur. Et dernière petite chose avant de quitter cette vidéo, pour ceux qui veulent apprendre à créer ce genre d'application, à se lancer dans l'apprentissage du code et à faire un premier pas vers la liberté grâce au développement iOS. Eh bien vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description qui vous mènera vers mon site sur la plus grosse formation de ma plateforme. Cette formation elle vous apprendra justement à créer votre première application en SwiftUI. On a déjà plusieurs centaines d'étudiants inscrits et parmi eux il y en a certains qui ont déjà eu le temps de terminer la formation. Et en vrai ils m'ont fait des retours qui sont très positifs. Mais de toute façon vous pouvez trouver toutes les infos sur cette formation dans le premier lien de la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en lâchant un gros pouce bleu, ou même en partageant cette vidéo à vos amis qui kiffent le développement par exemple. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.